Madame, Monsieur, bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure où vous suivrez cette 45 de BM Télévision, Business and Market Télévision. Nous sommes toujours contents de vous savoir devant vos postes téléviseurs et nous vous appelons toujours à continuer à vous abonner conséquemment pour que nous puissions vous montrer ce que c'est le développement de la République démocratique du Congo, ce que requiert le développement, ce qui est comme essentiel pour la survie de cette nation qu'est la nation congolaise. Alors aujourd'hui, nous allons parler de nos villes. Nos villes sont dans une situation catastrophique, on peut le dire ainsi. Il y a des érosions, il y a des glissements de terrain, il y a des inondations et tout ça. Et comme vous le savez, nous n'avons pas, nous, journalistes, qualité d'évoquer les sujets. Nous devons toujours faire appel à un expert. Nous aurons aujourd'hui sur ce plateau un expert. Mais avant cela, cette petite pause. Les villes en République démocratique du Congo, quelle politique pour les développer? Quelle politique pour les rendre viables? En tout cas, ce n'est pas ce qu'on nous avait laissé en 1960. Nous, comme Congolais, aujourd'hui, nous vivons des nouvelles choses, on crée de nouvelles villes. Mais est-ce que cela est fait de manière conforme? Je ne sais pas. Mais je pense que non. Déjà, je ne suis pas expert en la matière et j'ai l'obligation de vous présenter un expert qui va vous expliquer. Alors, nous avons M. Kiana Basila, Joël. C'est le président national de la Corporation des urbanistes congolais. Il est urbaniste de formation et en plus enseignant à l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme. Monsieur le Président, je vous dis bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être venu. Merci beaucoup. Alors, je commence d'abord par... c'est à peine que nous qui sommes plus ou moins journalistes et allons vers l'information que nous découvrons qu'il existe même une structure bien organisée qui s'avère être la Corporation des urbanistes congolais. Nous savons qu'il y en a pour les médecins, les enseignants, les avocats, les architectes et puis les ingénieurs civils. Oui. Maintenant, les urbanistes. C'est depuis quand que cette corporation existe? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, ça valait la peine pour que les urbanistes puissent se retrouver, s'unir autour de cette corporation qui milite pour la discipline de l'urbanisme, le respect des normes et valoriser notre métier. Aujourd'hui, il faudrait replacer un peu la place de l'urbanisme à travers ces enjeux urbains des villes congolaises. Aujourd'hui, le contexte dans lequel les villes congolaises ont été créées, c'était dans un contexte où c'était des anciens comptoirs coloniaux transformés aujourd'hui en agglomération. Et vous allez remarquer, la plupart de ces villes, 64 ans après l'indépendance, ces villes évoluent dans une logique selon laquelle l'occupation du sol précède la planification. Or, dans la règle fondamentale d'aménagement, il faut d'abord planifier et venir occuper après. Ce qui était le cas dans toutes les anciennes villes coloniales. Kinshasa, pour qu'elle soit Kinshasa, l'homme blanc, le colon, a pensé la ville de Kinshasa, il a réfléchi parce que la capitale était à Boma, à Vivi. Il dit voilà, nous devons projeter pour que la capitale soit à Léopold. L'homme blanc a pensé. Il a réfléchi avec tous les enjeux possibles pour placer Kinshasa, Léopold comme capitale. Pareil avec Constermas-Ville, actuelle Bukavu, pareil avec Elisabethville, pareil avec toutes ces anciennes agglomérations belges. Voilà un peu. Et ces villes, c'était vraiment en tout cas des comptoirs coloniaux où l'homme blanc s'est concentré autour de son intérêt principal. Et après le départ du colon, on constate l'étalement de nos espaces urbains. Vous irez à Lubumbashi, vous avez le noyau central de la grande ville de Lubumbashi, mais la ville s'étale. Vous arrivez à Kisangani pareil, Bukavu pareil, Kinshasa n'en parle même pas. Quand le Belge est parti, il n'y avait pas Maluku. Il n'y avait pas Kimbantseke, mais aujourd'hui, la ville s'étend au-delà même des limites du périmètre urbain. C'est pourquoi, parce qu'il y a le besoin, il y a l'accroissement naturel. Moi, je dois avoir des enfants, mon frère doit avoir des enfants. Donc, toutes ces réalités-là. Et la Corporation des urbanistes congolais est née depuis 2018. Et le contexte dans lequel les urbanistes sont formés, ou sinon le département d'urbanisme a été créé, c'était pour répondre à un besoin. Le Belge est parti, on organise des villes, mais on n'avait pas de professionnels. L'autorité politico-administrative a pensé qu'il faudrait former le technicien local.
Et on doit placer les départements d'urbanisme à l'Institut national de bâtiments et des travaux publics. À l'époque, c'était l'IBTP. À l'époque, il n'y avait que trois facultés. Il y avait l'architecture, le travaux publics et le géomètre topographe. On a réfléchi, on crée un ministère de l'urbanisme, mais sans pour autant qu'il y ait des urbanistes. À l'époque, il n'y avait que des urbanistes étrangers. Parce que quand le Belge est parti, il y a eu la mission française de l'urbanisme qui créait des villes au Congo. Et avec l'actuel BAI, au niveau du premier illimité. C'était une mission française. Après le départ des Français, l'autorité a pensé former des urbanistes locaux. C'est là qu'on commence à former des urbanistes. Et il y avait un besoin. Le besoin, c'était lequel, une fois que vous terminez, vous devez travailler pour la République. Parce qu'il y avait un ministère, c'est comme si on crée un ministère de la Santé, il n'y a pas de médecins. On crée un ministère de la Justice, il n'y a pas de juriste. Et c'était pareil avec le ministère de l'Urbanisme. On crée un ministère, on constate que nous avons créé un ministère technique, mais il n'y a pas de techniciens spécialisés, alors il faudrait former. Et c'est là que les urbanistes sont formés. Et aujourd'hui, il y a maintenant un corps d'urbanistes. Nous réfléchissons pour des questions de ville, parce que vous devez savoir, en matière d'organisation spatiale, il y a plusieurs intervenants. Mais du moins, l'acteur principal, le chef d'orchestre en matière d'organisation spatiale, c'est l'urbaniste. C'est l'urbaniste qui pense la ville, c'est l'urbaniste qui réfléchit la ville. L'urbaniste réfléchit la ville en fonction des desiderata et de la population et de la vision de l'autorité politique. En fait, vous êtes au centre du développement. En principe, c'est vous qui devez être pratiquement l'épicentre de ce qu'il y a comme éclosion démographique, éclosion urbanistique. C'est vous qui devriez décider. Ça se passe comme ça ailleurs. Mais pourquoi ici, chez nous, visiblement, on ne vous sent pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Parce que ce que vous expliquez là, c'est fatal, c'est vital ce que vous dites, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous devez comprendre que le contexte de l'organisation spatiale au Congo relève de la compétence de l'autorité politico-administrative. Aujourd'hui, pour élever une entité au rang d'une ville, il y a un acte de l'autorité, il y a un décret, voire même une ordonnance. Aujourd'hui, on crée Lumumba-Ville, on élève l'entité. Voilà un peu. Tout ça. Ce n'est pas moi l'urbaniste qui sollicite, c'est l'autorité politico-administrative, mais du moins, il y a des paramètres, il y a des indicateurs pour élever une entité au rang d'une ville. L'autorité ne s'élève pas demain et dit voilà, l'entité X devient une ville. Il faut qu'il y ait des indicateurs, des éléments, soit historiques, des éléments démographiques, le développement de l'entité. L'autorité estime, vu la tendance, vu l'organisation de l'entité, je prends la décision d'élever cette entité au rang d'une ville. Comment nous recommande? Dès qu'une entité est élevée au rang d'une ville, automatiquement cette entité doit être couverte d'un document d'urbanisme. Parce que la ville a un statut, le statut de l'urbanisme. L'urbanisme, c'est-à-dire le contrôle, la sécurité, même la permission. En ville, on ne fait rien sans pour autant avoir une autorisation. Les gens qui fréquentent partout ailleurs à travers le monde, en tout cas, la ville a un régime de permis. Pour rouler, vous devez avoir un permis de conduire. Pour construire, vous devez avoir un permis de construire. Pour exercer une activité commerciale, vous devez avoir une autorisation. Pour abattre un arbre, il faut une autorisation. Donc c'est ça un peu. Donc c'est ça en fait le régime d'une ville. Donc une ville a un régime de contrôle. Et dans ces cas-là, l'acteur principal qui vient en amont, en aval et pendant, c'est l'urbaniste. Parce que moi, quand j'organise l'espace en fonction des besoins de la population, en fonction de la réalité. Parce que la ville de Kinshasa, elle est différente de Bukavu, elle est différente de Lissala, de Mbandaka. Donc quand l'urbaniste élabore le plan de l'entité, il tient compte de tous ces paramètres. Le paramètre historique, le paramètre de la société, le comportement de la population, bien entendu, la vision de l'autorité politico-administrative. L'autorité dit, voilà, je veux que ma ville soit une ville émergente à l'horizon, je ne sais pas combien d'années. Moi, quand je conçois ma ville, je conçois la ville en fonction de la vision de l'autorité. Et une fois que le plan de développement est élaboré, mais bien entendu, je vais préciser, l'urbaniste n'intervient pas seul dans l'élaboration d'un plan d'urbanisme. Le sociologue intervient, l'architecte intervient, le géomètre... Vous travaillez en synergie. C'est ça, en fait, la pluridisciplinarité du secteur de l'urbanisme. Donc, je ne travaille pas seul, mais du moins, je suis, comme vous l'avez dit, l'épicentre. Donc, c'est moi qui lance le go.
Parce que j'ai la vision, j'ai la maîtrise, j'ai la connaissance et j'ai les compétences. Une fois que le plan d'urbanisme est élaboré, le plan est soumis à une approbation. Et cette approbation relève de la compétence de l'autorité. À l'échelle des villes, c'est les assemblées provinciales. Pour le cas de la ville de Kinshasa, Kinshasa est couverte d'un plan d'urbanisme qu'on appelle SOSAC. Ça existe. Ça existe, mais le plan souffre d'application. Un manque de moyens, de volonté politique ou quoi, selon vous? De moyens d'abord? Non, la volonté politique. Aujourd'hui, les questions d'urbanisme, les questions d'organisation spatiale ne sont plus d'ordre technique. C'est d'ordre politique. Parce que c'est l'autorité qui octroie le permis de construire. Le certificat d'enregistrement, c'est l'autorité politico-administrative qui l'octroie. Donc, quand vous octroyez le permis de construire et que vous avez un document de référence qui vous dit à cet endroit, il ne faudrait pas construire. Et moi qui suis là, personne lambda, opérateur immobilier, je viens auprès de l'administration de l'urbanisme, je sollicite un permis de construire, vous m'octroyez un permis de construire. Là où il est interdit de lotir, le ministre des Affaires foncières, à travers ses services, on me délivre un certificat d'enregistrement qui est un document inattaquable. Et aujourd'hui, l'autorité, le gouverneur, a la difficulté de déguerpir les gens. Pourquoi? Parce que ces gens-là brandissent des documents légaux. Parce que ces documents-là, même si c'est M. Blaise, M. Joël qui les délivre, vous allez remarquer dans ces documents, on écrit République démocratique du Congo. C'est-à-dire, l'acte que moi je pose, j'engage la République. Et tous ces gens-là qui octroient, qui délivrent ces permis, ces documents frauduleux, ils ne sont pas attaqués. Et c'est la population lambda qui a construit dans le berge de cours d'eau, dans les lignes des chemins de fer, c'est lui qu'on démolit, c'est lui qu'on chasse. Et voilà la grande difficulté. Alors, il y a une petite question qui me vient à l'esprit tout de suite. Dans les autres pays, dites-nous un peu, parce qu'on entend, on voyage, on nous dit, ben voilà, ça c'est la nouvelle ville, il y a l'ancienne ville, la nouvelle ville. Mais quel est le travail comment ça se fait? C'est l'État qui lui-même construit une nouvelle ville en y mettant de moyens, des capitaux, ou bien l'État met à la disposition de la population ou des investisseurs, je ne sais pas qui, de l'espace et des orientations pour construire ou ériger une nouvelle ville. Comment ça se fait? Il y a plusieurs démarches à entreprendre. Comme je l'avais dit, le propriétaire terrien, c'est l'État, comme le cas de Kinshasa. Cité Salongo, c'était l'initiative du pouvoir public. Mais ce n'est pas le gouvernement qui a construit. Il y a eu des sociétés. Maman Mobutu, Cité verte. C'est pareil aujourd'hui, parce que c'est un domaine tellement sensible qui demande beaucoup de fonds, mais l'État, le plan d'urbanisme, c'est un plan d'orientation. L'État dit, en 2050, la population de Kinshasa va atteindre, je ne sais pas, 25 millions, 30 millions, et voici la tendance d'urbanisation de la ville de Kinshasa. Nous avons la plus grande commune qui est Maluku. L'État dit, la commune de Maluku, à ce stade ici, ne doit pas être cédée, sinon l'outil de façon désordonnée, parce que la population va augmenter. Voici la politique de l'État. L'État dit, voici la zone que j'ai réservée pour les industries, par exemple. Voici la zone que j'ai réservée pour les habitations. Voici la zone que j'ai réservée pour le commerce. Si l'État n'a pas le moyen, mais il disponibilise le foncier avec ses partenaires publics ou privés, internationaux, ils peuvent venir initier. Même le privé. Aujourd'hui, nous avons l'autoconstruction. L'État disponibilise, viabilise les sites de routes, de canalisation, l'accès à l'eau, à l'électricité. Il vous dit, voici la manière dont vous allez construire. Ce sont les zones d'autoconstruction. Il y a aussi de la construction accompagnée, initiée par le pouvoir public. C'est le pouvoir public qui construit. Mais il y a des zones aussi réservées. Aujourd'hui, nous avons ma campagne. Montfléry, la grande partie, le quartier IP, ce n'est pas l'État qui a construit. L'État a viabilisé, étant donné que c'était des zones accidentées. Dans les zones accidentées, on recommande d'avoir de grandes parcelles. C'est pourquoi vous allez remarquer, à Pigeon, ou ma campagne jolie, c'était des grandes parcelles, à cause de la nature topographique. Et c'est recommandé à des gens qui ont des moyens, parce que la construction là-bas est exigeante. Contrairement à moi qui suis à Ngiringiri, moi qui suis à Lingwala, vous avez une zone vraiment, en tout cas, très plane, où il n'y a pas de contraintes.
Voilà un peu. Donc, à ma campagne, l'État a organisé la voirie, il a donné des principes de constructibilité parce qu'il y a un plan d'urbanisme qui réglemente un peu l'utilisation des sols et la construction. Moi, M. Blaise, moi, M. Joël, qui initie un projet, quels que soient les millions que je dispose, je dois me conformer à ces documents d'orientation qui est le plan d'urbanisme. Et par la suite, il y a un PPA, le plan particulier d'aménagement. OK. Et ça, c'est à l'échelle vraiment, en tout cas, très réduite à l'échelle des communes. Parce que dans ce sac, c'est le schéma d'orientation général qui définit un peu l'orientation de la ville à l'horizon 2030. Mais il a été recommandé aux municipalités de développer des plans particuliers d'aménagement. C'est ça la grande difficulté que les villes concernent. Il n'y a pas que Kinshasa qui est doté d'un plan d'urbanisme, mais il y a la ville de Goma qui a un plan d'urbanisme, mais il y a la ville de Bukavu, il y a la ville de Matadi et la ville de Kikwit. Okay. Ces villes sont dotées de plans de développement. Mais aucune autorité n'arrive à faire appliquer. Or, la recommandation d'élaborer le plan d'aménagement, c'est une recommandation constitutionnelle, l'article 204. OK. Donc, ces gouverneurs qui ne dotent pas sa province d'un plan d'aménagement, ils violent la Constitution, on peut l'attaquer. OK. Président Kiana Bassila Joël, vous êtes un urbaniste et vos collègues, vous savez, je sais que vous êtes un féru de l'actualité, au niveau de la France avec les inondations intervenues dans les différentes villes, particulièrement dans l'Île-de-France, Paris et les autres agglomérations à côté. On pense maintenant à l'imperméabilité du terrain, au fait. On estime que comme tout est bétonné d'une part et pavé de l'autre, et ainsi de suite, ça ne permet pas à l'eau de pénétrer. C'est un problème. Les urbanistes, je ne sais pas sur base de quels indicateurs, ont affirmé, quand j'ai suivi les interventions, que c'était un problème qu'il fallait maintenant penser comment permettre à l'eau de pénétrer les sols et de s'infiltrer. Nous, ici, nous avons un sol très perméable, mais nous voulons par contre aller vers l'ère de pavé, ainsi de suite. Expliquez-nous un peu, vous qui êtes spécialiste dans le domaine, quelle serait notre solution la plus adaptée? Oui, merci pour cette étude comparative, cette approche comparative avec la ville de France et Kinshasa. La grande difficulté que nous avons ici, c'est ce qu'on appelle le mimétisme urbain. Okay. Nous voulons copier. Copier, oui. C'est beau là-bas, ça doit être beau aussi. C'est beau là-bas, ça doit être très beau ici. Je vais à Dubaï, je vois un bâtiment qui est construit, je vais, non, ce bâtiment doit être construit ici. Sans pour autant faire de parallélisme, contextualiser les climats, les approches, et voilà un peu tous ces enjeux qui entrent en compte dans la conception d'une ville. Aujourd'hui, nous voulons tout copier, mais je pars d'un exemple le plus simple. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin. Non loin de chez nous ici. Non loin de chez nous ici. De la place de la gare centrale jusqu'à la Sosimat. Et nous avons un immeuble qui a été construit vers les années 70, l'immeuble Sosacom. Ah oui, le plus bel immeuble là, l'imposant immeuble Sosacom. Oui. Oui. Comparez cet immeuble avec tous ces immeubles qu'on construit le long du boulevard du 30 juin, qu'on appelle moderne, qu'on appelle intelligent. En termes d'originalité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Un immeuble... En termes de durabilité, originalité, il n'y en a pas. En termes de durabilité, originalité. Un immeuble inspiré du contexte congolais, zaïrois de l'époque, ça a été inspiré par la termitière. Ok, dans le Katanga et tout ça. Katanga, la forme, il faut voir même la tendance, la couleur. Voilà un peu. Qu'il pleut ou je ne sais pas, l'immeuble ne se salit pas. Mais aujourd'hui, nous avons une vague de la modernité, entre guillemets, dont je ne suis pas trop partisan. On couvre des bâtiments, on nous couvre des immeubles. Vous avez l'immeuble de la Grande Poste, un immeuble à caractère historique. On vient un bon matin, alors, tout là, tu sais, et Lamba. Et Lamba, on perd même l'identité historique de l'ouvrage, du bâtiment, du patrimoine. Comparativement à ce qui se passe aujourd'hui en France, le problème d'imperméabilité, ils souhaitent assez que le sol soit perméable. Dans la norme, aujourd'hui, dans la norme de constructibilité, il y a ce qu'on appelle le coefficient d'occupation du sol. Okay. Moi, quand je fais la répartition, ma répartition par rapport aux équipements, sinon à la répartition, quand j'élabore mon plan, l'espace vert récupère pratiquement le 30%. Si j'ai un quartier, une commune, donc je dois réserver au moins 40 à 30% réservé à l'espace vert. Okay. C'est pour absorber.
c'est pour faire face à ces îlots de chaleur que nous avons. On a construit Bandalungwa, à côté on a placé la pépinière. Un poumon vert pour refroidir ces îlots de chaleur. On a construit Massina, Njili, on a prévu une zone verte pour refroidir un peu ces quartiers-là. Donc rien ne se fait au hasard. Rien ne se fait au hasard. Voilà un peu. Mais aujourd'hui, nous détruisons les arbres, nous pavons partout, nous bétonnons partout, nous enlevons des arbres, mais l'Occidentaux, c'est lui qui nous a apporté cette modernité. Ils veulent revenir à la manière dont nous Ce sont les Occidentaux qui nous ont apporté ça. Donc aujourd'hui, nous avons des inondations partout. Pourquoi? Il y a aussi un élément. Quand il pleut, l'eau ne trouve pas le moyen de s'infiltrer facilement. Parce que nous avons couvert tous les espaces. Il est recommandé, nous devons bétonner, nous devons asphalter, mais il y a des endroits qu'il faudrait réserver également à la perméabilité naturelle. L'eau doit s'infiltrer naturellement. C'est pourquoi même vous allez remarquer, dans le quartier IP de ma campagne, vous avez une grande parcelle avec autant de jardins. Ce sont des zones de jardins, des arbres, oui, ce sont des zones à forte pente. Quand il pleut, il y a une forte précipitation de l'eau. Alors il faut que l'eau puisse s'infiltrer d'abord dans ma parcelle avant que l'eau puisse se déverser sur la grande voie. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Vous morcelez une parcelle, j'ai une parcelle de 5 x 5, je ne sais pas réserver une place où je vais mettre mon jardin, où je vais garder le sol nu pour la perméabilité, je couvre toute la parcelle. Mon voisin couvre toute la parcelle, ma voisine couvre toute la parcelle, et quand il pleut, toutes les eaux, une bonne quantité des eaux qui devaient s'infiltrer dans ma propre parcelle, les eaux sont déversées sur la voie publique. Et la voie publique n'a même pas de caniveau. Qu'est-ce qui se passe? L'eau, quand elle sort de parcelles avec une forte précipitation, ça récupère tout. Et ça se déverse. Et vous êtes, ce qui est intéressant avec vous, M. Kiana Bassila, c'est que vous êtes enseignant à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Vous êtes aussi un consultant, consulté par la Banque mondiale, entre autres. J'ai lu ça quelque part. Et vous avez travaillé sur certaines villes en République démocratique du Congo. Et dont, je crois, si je me trompe, vous allez me recadrer. Il y a Bukavu, il y a Goma, Kikwit et Matadi particulièrement. Et qu'est-ce qui a été demandé par la Banque mondiale et quelle est la vision qui est mise en exergue par rapport à ces villes-là? C'était un projet d'appui au ministère de l'Urbanisme parce que c'est lui qui a cette compétence-là d'organiser les espaces urbains, la politique nationale de l'urbanisme. Il y a eu un projet avec la Banque mondiale où on devait doter les villes congolaises des plans d'urbanisme. Alors, il y a eu 4 villes pilotes, notamment la ville de Matadi, Kikwit, Bukavu et Goma. Nous nous sommes intervenus à travers les 2 villes. Il y avait la ville de Bukavu et la ville de Goma. Et la ville de Matadi et Kikwit, c'est le BAI, le Bureau d'études d'aménagement et d'urbanisme limité. C'est lui qui a gagné le marché pour élaborer les plans de développement de la ville de Matadi et de la ville de Kikwit. Et moi, je participais particulièrement à la ville de Bukavu. Et nous avons fait un diagnostic. Parce que quand on élabore, quand on veut doter la ville, une ville d'un plan d'urbanisme, il faut étudier les comportements. Il faut voir le contexte socio-économique, le contexte environnemental, il y a les aspects même historiques. Je ne viens pas, je ne suis pas là au bureau avec mon stylo, avec M. Blaise, voilà, on va doter la ville de Bukavu d'un plan, on vient comme ça demain, voici le plan qu'on va doter la... Ça ne se passe plus comme ça. En urbanisme, il y a une approche qu'on appelle la participation citoyenne, l'approche participative. Et à la fin de l'élaboration de mon plan, je dois soumettre mon plan à la publicité, sinon aux critiques. Très bien. Donc je suis bourgmestre, je suis chef de la municipalité. Donc il faut l'exposer pour que les gens apportent des amendements. Pour ces motards, pour ces taximens. Oui. Tout le monde doit émettre son avis. Parce qu'une fois que ce plan-là est approuvé, il devient exécutoire et opposable. Donc moi qui suis maman maraîchère, je me dis... Voilà, ok, j'ai contribué. Je souhaitais à cet endroit qu'on ne nous construise pas une école, mais qu'on réserve cet espace pour l'agriculture urbaine, par exemple. Voilà un peu. Le taximan on dit non, voilà, à cet endroit ici, nous souhaitons qu'il y ait des parkings parce que nous avons des problèmes. Donc, des désiderata de chaque communauté... Toutes les couches de la population qui interviennent dans une activité de la ville. Dans une activité de la ville, doivent participer à l'élaboration.
Mais c'est moi, l'urbaniste, qui imprime un peu ces idées-là. Okay. Et c'était pareil pour la ville de Bukavu, mais la ville de Bukavu, elle est très exceptionnelle, une très belle ville. Aujourd'hui, elle a été transformée de façon exponentielle. Bukavu a perdu même son vrai sens, Bukavu la verte. On appelait Bukavu Suisse de l'Afrique. Oui. Il y avait beaucoup d'arbres, il y avait beaucoup beau, d'arbres, il faisait beau à vivre. Aujourd'hui, Bukavu, c'est une ville en tout cas qui n'a plus beaucoup de temps de vie. Ah bon? Si on ne tire pas attention. Et déjà, je nous informe, dans moins de 50 ans, la botte va se détacher de la grande partie de la ville. Parce qu'à cet endroit-là, il y a une plaque tectonique. La botte, c'est le quartier qui a la forme d'une botte. Là. La forme d'une botte, là. Au coin, là, en allant vers la botte, il y a une partie qui se rétrécit à tout moment. Et cette partie-là se retrouve sur une plaque tectonique avec le gaz méthane du lac. Et il y a des frottements à tout moment. Parce que la ville se fissure à tout moment. C'est aussi une zone sismique, hein? C'est une zone sismique. Voilà, et il y a les glissements de terrain, il y a des fissurations des immeubles à tout moment. Donc d'ici, dans moins de 100 ans... Dans moins de 100 ans, en tout cas, si on ne fait pas attention, la botte va se séparer de la grande partie de l'agglomération. Quand vous dites qu'on ne fait pas attention, c'est-à-dire qu'on doit faire quoi? Qu'est-ce que l'homme peut faire par rapport à la nature? Déjà, il faut réduire l'utilisation des sols à cet endroit. Il faut préserver. Parce que quand on construit, aujourd'hui, on commence à construire vers le lac. Nous sommes en train d'envahir les lacs. Nous copions ce qui se passe à Dubaï. Oui, mais alors, c'est vous les techniciens. Vous dites, bon, ok, on peut y aller. On y va, non? Bien entendu. C'est vous qui nous amenez dans les erreurs. Mais vous allez remarquer, ce qui se fait à Dubaï, il y a des études approfondies. Vous suivez les documentaires de Belge à l'arabe, ce n'était pas du jour au lendemain, on vient, il y a eu des études, de laboratoires, des techniques appropriées qui demandent beaucoup d'argent. Parce que la nature, d'abord, la subsistance du lac est différente de l'océan et différente du fleuve. Okay. Le comportement du lac est différent du comportement du fleuve, de l'océan. Et particulièrement, Bukavu, avec le gaz méthane, il y a un danger. Et il y a des frottements qui se font à tout moment. Avec les glissements de terrain, pardon, de fortes pluies, on a tout détruit, il n'y a plus des arbres, et bien la ville court un danger. Alors il faut minimiser l'occupation spatiale. Okay. La forte occupation spatiale, il faut minimiser pour le cas de la ville de Bukavu. Une ville en tout cas accidentée, une ville en tout cas où il y a de fortes pentes terribles. Et la différence de Bukavu et Matadi, Matadi également c'est sur une ville montagneuse, oui. Mais à Matadi il y a des roches. Oui, c'est vrai. La ville elle est stable, même s'il y a de fortes pluies, il n'y a pas assez de glissement. Contrairement à Bukavu, Bukavu est une ville montagneuse, mais quand il y a de fortes pluies, moi je vis une image, une vidéo où une dame magistrate était sur sa Jeep pendant une forte pluie. Elle s'est retrouvée à la place de l'Indépendance. Une très triste histoire, une vidéo, oui, je me rappelle la vidéo. Oui. Elle était sur sa Jeep, elle s'est retrouvée récupérée deux jours après dans le lac. Dans le lac. Voilà un peu. Donc il y a une forte précipitation parce que la ville elle est très montagneuse, raison pour laquelle Constermassville c'était vraiment une ville verte. Parce que le Belge... L'ancienne appellation de Bukavu. L'ancienne appellation de Bukavu. L'homme blanc, le colon, a compris que cette ville présente beaucoup de dangers. Alors, pour compenser ces dangers-là, il faut planter. Mais c'est comme vous dites, mais je n'arrive pas à comprendre, en fait, quand même. Vous dites qu'on a les Français, on a formé, parce qu'il fallait, avec l'indépendance, il fallait que les Congolais s'occupent de... Mais vous êtes là, vous existez. Mais pourquoi on a l'impression que vous êtes inaudible? Pourtant, c'est vous, comme je l'ai dit, et je ne cesserai de le dire, c'est vous qui constituez l'avenir de ce pays en termes d'infrastructures, développement, ainsi de suite. Mais pourquoi vous avez l'air inaudible, vous qui êtes président national de la Corporation des urbanistes congolais? Oui, c'est ça. Ou bien vous n'êtes pas suffisamment outillé? Je ne sais pas si nous ne sommes pas suffisamment outillés, mais je crois que nous sommes outillés. Il faut qu'il y ait des collaborations. L'urbaniste en soi n'élabore pas le plan d'une ville. Aujourd'hui, d'ailleurs, à Kinshasa, même si vous avez l'argent, vous ne pouvez pas asphalter devant votre parcelle. Oui. Même si vous êtes millionnaire. Mais il y en a de ceux qui le font, non, semble-t-il? Avec le partenariat public-privé, il faut obtenir l'autorisation du pouvoir public. Vous avez le moyen, vous avez le moyen d'asphalter votre rue. Vous n'allez pas le faire, vous vous réveillez les matins, vous récupérez des ingénieurs, des maçons, voilà, venez, couvrez ici, non.
il faut avoir l'autorisation. C'est pareil avec le secteur de l'urbanisme. C'est l'autorité qui crée la ville, ce n'est pas l'urbaniste. C'est l'autorité qui crée la ville, c'est l'autorité qui élève une entité au rang d'une ville. Comme le règle générale d'aménagement recommande, une fois qu'une entité est élevée au rang d'une ville, il faut doter cette entité d'un plan d'urbanisme. C'est à ce moment-là que l'urbaniste intervient dans le cas de création des entités urbaines, mais du moins dans la gestion également quotidienne, dans le contrôle. C'est ce que maintenant, nous, la corporation, en tout cas, M. Blaise, depuis le ministre Egwake de l'urbanisme jusqu'à l'actuel ministre, Excellence Crispin Badou, une fois qu'on nomme un ministre, la corporation vient à la porte, nous toquons. Nous sommes là, vous allez nous voulons vous accompagner. Montrer votre disponibilité. Notre disponibilité. L'urbaniste est là pour accompagner la vision de l'autorité politico-administrative. Et c'est ce que nous faisons. Et nous n'allons pas baisser parce qu'aujourd'hui, les questions d'urbanisme nécessitent la participation de tout le monde. Journalistes. C'est pourquoi aujourd'hui les médias sont là pour passer le message. J'ai la difficulté d'accéder dans le bureau du ministre, mais une fois une émission est faite ici, le ministre verra. Nous sommes toujours disponibles. L'urbaniste congolais a été formé pour qu'il travaille pour le Congo. Vous êtes à combien pour le moment? Actuellement, du moins ceux qui sont reconnus par votre corporation. Déjà, nous sommes à 200 urbanistes. Mais si peu. Je vais vous faire un calcul plus simple. L'urbaniste est pour 20 000 habitants. Un urbaniste. Un urbaniste, 20 000 habitants. Un urbaniste pour 20 000 habitants. C'est la ville de Kinshasa a besoin d'au moins 800 urbanistes avec l'effectif actuel pour 20 000 habitants. C'est pas possible. Ah bon? Un urbaniste, c'est pour 20 000 habitants. Donc, c'est-à-dire, un urbaniste est capable de gérer une commune. Donc, Kinshasa a besoin de 800, au moins 800. Au moins 800 urbanistes. Alors, votre travail, juste pour ne pas vous couper la parole, Monsieur le Président, votre travail, il intervient en amont ou bien même pendant l'existence de la ville? Vous, votre travail, il est là de manière pérenne et après, de manière pérenne. Parce que la ville, elle est dynamique. La ville, elle évolue. Kinshasa, à 60, avec 400 000 habitants, avec une configuration bien déterminée. 64 ans après, nous avoisinons 18 millions. Donc l'urbaniste suit sa ville. Très bien. J'ai dit à l'autorité, monsieur le gouverneur, monsieur le ministre, monsieur le président de la République, voici la tendance de l'urbanisation de la ville de Bukavu, de la ville de Kinshasa. J'estime qu'il faut déjà penser comment doter la ville des infrastructures. C'est moi qui présente les besoins à l'autorité. Ah ok, c'est bien, parce que c'est moi qui suis la ville. J'ai dit à l'autorité, il y a un immeuble qui pousse là-bas, on a octroyé le permis de construire de façon illégale, il faut aller le voir. Donc je suis là à côté de l'autorité politico-administrative pour le conseiller, pour appuyer sa décision. Quand il prend une décision, cette décision doit être vraiment une décision très objective. Parce que l'urbanisme vise d'abord l'intérêt public. L'urbanisme travaille pour l'intérêt public. C'est difficile pour qu'un urbaniste travaille pour un privé. L'urbanisme a un caractère public. Il y a l'intérêt général. C'est plus l'architecte qui travaille pour l'individu. Parce que moi, je construis mon immeuble, mais l'urbaniste a toujours cette vision globale de la ville. C'est pourquoi il est là, à côté de politique. Et on nous recommande d'ailleurs de faire la politique. Mais déjà que vous n'êtes que 200, il faut que vous alliez dans des cabinets, on n'aura plus personne finalement. Et avec ces 200-là, il n'y a que 40 ou 30 qui sont dans l'administration publique et qui ne sont même pas utilisés. Aujourd'hui, au ministère de l'Urbanisme, il y a des avis urbanistiques qui sont donnés par des non-urbanistes. Pouvez-vous aller à Mama Yemo, à Ngaliema, à Cinquantenaire, une ordonnance, un avis médical établi par un non-médecin? Non. À l'hôpital, il n'y a pas que de médecins qui travaillent. Le gestionnaire de Mama Yemo n'est pas un médecin. Non, pas du tout. C'est un manager, comme tout manager. Mais pour des questions liées au corps humain, il faut qu'il y ait un médecin. La ville, c'est comme un être humain. C'est pourquoi on appelle l'urbaniste le médecin de la ville. La ville, on doit la soigner quand elle est malade. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi il n'y a pas une aussi grande adhésion? Je vous pose la question comme enseignant. Pourquoi les étudiants ne viennent pas beaucoup? Ils ne sont pas très nombreux chez vous.
C'est compliqué, c'est difficile ou quoi? Déjà, l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, en termes d'effectifs, les étudiants ne viennent pas trop. Okay. Ouais, vous irez dans des auditoires, vous avez des 150. Il n'y a pas. Pourquoi? Bon, le caractère technique, scientifique. Oui, c'est vrai que moi aussi, les scientifiques, je ne supporte pas. Voilà un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est une situation générale. Et je crois qu'il faut qu'il y ait une bonne mobilisation. Ce sont des établissements publics de l'État. Il faut qu'il y ait une sensibilisation. Une sensibilisation, une adhésion. Et surtout que l'avantage que nous, les urbanistes, nous avons un ministère qui porte le nom de notre formation. Il y a un ministère de l'urbanisme et il y a une formation de l'urbanisme. Donc nous sommes des acteurs majeurs et principaux, voire même, de ce ministère. Il n'y a pas un ministère de la médecine. Hein. Non, non, ça n'existe pas. C'est le ministère de la Santé. Il n'y a pas un ministère de droit. Hein. Non. Il n'y a pas un ministère de la géographie. Hein. Non. Bon, il y a vous quand même aussi, un peu nous aussi. Hein, nous, oui. Voilà un peu. La communication et médias. Le ministère de la communication, nous voilà un peu. Donc c'est vraiment un secteur aussi sensible, pluridisciplinaire. Vous pouvez travailler au ministère de l'urbanisme. Vous pouvez être aussi médecin. Et vous pouvez être aussi ministre de l'urbanisme. Mais dis-moi, il faut vous faire entourer. Très bien. C'est ça en fait. L'urbaniste est formé pour conseiller, pour encadrer, pour organiser l'espace urbain. Et des fois, on nous renvoie même dans des milieux ruraux. Parce que je vais organiser le village pour éviter l'exode rural. Aujourd'hui, les villes africaines, les villes congolaises ont tendance à se surpeupler. Pourquoi? Parce que les gens fouillent le milieu rural. Il y a beaucoup de causes. L'insécurité, la pauvreté, la disparité. Il n'y a pas assez d'équipements appropriés. Quand vous terminez à Chabunda, il faut venir à Bukavu. Quand vous êtes à Massissi, il faut venir à Goma. Donc voilà un peu, tous ces centres urbains se remplissent. Pourquoi? Parce que l'arrière-pays n'est pas aménagé. Raison pour laquelle on a le ministère de l'aménagement du territoire. C'est un ministère qui réfléchit de façon globale l'équilibre national en matière d'organisation spatiale, qui est équilibre pour éviter ce mouvement migratoire de la population qu'on appelle exode rural. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kian Abassila Joël. Je rappelle qu'il est urbaniste de formation. Il est enseignant à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme et c'est le président national de la Corporation des urbanistes congolais. Merci beaucoup de vous être offert à nous sur ce plateau pour que nous posions toutes les questions d'éclaircissement. C'était plutôt une émission pédagogique. Vraiment. Et chaque fois que vous aurez besoin de BM TV, nous serons toujours là pour vous accompagner. Moi, je dis merci. Merci aux médias congolais, à nos médias. Vous nous facilitez la tâche. Aujourd'hui, les médias constituent un canal par lequel les urbanistes passent le message. Merci. Nous avons cette difficulté-là d'atteindre les autorités politico-administratives, mais à travers le média, nous entrons dans leurs bureaux, nous entrons dans leurs maisons et puis nous continuons à vulgariser, à sensibiliser la population. Les questions d'urbanisme n'appartiennent pas seulement à l'urbaniste, n'appartient pas à l'autorité, n'appartient pas au ministre de l'urbanisme. C'est une question qui touche la population et ensemble, écrivons l'histoire des villes congolaises parce que nous partageons cette histoire qu'on a placée entre nos mains. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Et merci à vous d'avoir suivi la 45 de BM TV. On se retrouve très prochainement pour une autre émission, notre magazine. Très bonne suite des programmes sur BM Télévision.